Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Electronic Reviews, le podcast consacré à l'analyse et à l'interprétation des musiques électroniques. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait part de leur intérêt pour le premier épisode consacré à Panta du Prince. Si vous l'avez manqué et que vous souhaitez le regarder, vous pouvez aller le consulter dans la chaîne. Et si vous désirez avoir plus de contenu, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à un autre producteur allemand qui nous vient de Hambourg. Il s'appelle Peter Kersten, ou plus connu pour certains sous le nom de Lawrence. C'est l'un des cofondateurs du label Dial Records, et qui est devenu par la suite une sous-branche de Compact, très célèbre label de musique électronique, qui a marqué les décennies 2000 et 2010. Lawrence est souvent associé au genre Minimal House et Deep House. Ce sont des genres considérés comme dansants, dynamiques, une musique de club. Mais pourtant, lorsque l'on se plonge dans l'univers musical de Lawrence, on découvre davantage un univers ambiante, avec souvent des morceaux sans rythmique, et qui incite plus à l'introspection, au rêve, qu'au mouvement du corps. Pour entrer dans cet univers, je vous propose de nous arrêter sur le morceau intitulé Spark. Il fait partie d'un EP du même nom, sorti en 2004 sur le label Ghostly International. Et il s'agit de la deuxième piste de l'EP, précédée par une intro. Comme pour le premier épisode, je suivrai une structure similaire, à savoir une première partie consacrée à l'analyse musicale et une deuxième partie à l'interprétation. Commençons sans plus attendre la plongée dans l'univers de Lawrence. Alors sur quoi repose la base de ce morceau, l'essence de ce morceau? Ici, il ne s'agit pas d'une suite d'accords, mais plutôt de deux notes, La et Ré. Elles sont l'unique matériau d'une boucle qui va s'étendre sur 4 mesures et va consister à répéter ces notes sur les 3 mesures et la dernière sur la 4e mesure de cette boucle. Cette manière de jouer porte un nom, ça s'appelle marcato, c'est-à-dire jouer la note de manière répétée et appuyée, afin de bien nous en faire prendre conscience, et qu'elle puisse rentrer le plus possible dans notre tête, pour créer une sorte d'obsession. Donc si nous jouons de manière répétée ces notes sur 4 mesures, vous allez tout de suite reconnaître la boucle principale du morceau. Pour compléter ce thème, Lawrence va l'harmoniser, c'est-à-dire qu'il va rajouter des notes pour l'accompagner et le mettre en valeur. Et cela d'une manière particulière. Pour accompagner une mélodie, il est possible de simplement rajouter des accords, ou autrement dit, un empilement de plusieurs notes jouées au même instant. Vous voyez ici qu'il y a 3 notes qui sont jouées en même temps, et qui constituent un accord. C'est ce que l'on appelle une harmonie. Mais dans le cas de Lawrence, cette harmonie va être jouée différemment. Les notes ne vont pas être jouées en même temps, mais l'une après l'autre. Et c'est ce qu'on pourrait appeler ici un arpège. Dans le cas de notre boucle, voici comment sonnent les harmonies si on joue les notes en même temps. Pour les 3 premières mesures, et pour la 4e mesure. Maintenant, si on les joue séparés en arpèges, maintenant, si on assemble cette harmonie avec le thème à double note, voilà ce que ça donne. Et maintenant, réécoutons la boucle originale, afin d'être sûr de bien comprendre. Voici donc comment Lawrence a pu construire sa boucle. Voyons dès à présent la structure globale du morceau. On pourrait diviser Spark en 4 parties. Une introduction, qui est très progressive. Une partie 1, une partie de transition, ou un pont, et une deuxième partie, qui est en réalité une simple répétition de la partie 1. La partie la plus intéressante, à mon sens, est l'introduction. Elle commence par un synthétiseur qui personnellement me fait penser à quelque chose de lunaire ou de spatial. Et ensuite, un autre synthétiseur va prendre le relais pour dresser une sorte de décor. Il va le jouer sur 8 mesures.
Vient ensuite l'arrivée de la boucle, qui est très progressive. On ne le remarque pas au départ, et au fur et à mesure, le volume de cette piste augmente, et elle apparaît spontanément. Ensuite, on a une troisième phase, ce que j'appellerais une post-intro, qui est tout simplement le développement de cette boucle. Maintenant qu'elle est arrivée dans le champ de notre perception, Lawrence va la développer, en l'enrichissant, avec une succession d'éléments rythmiques différents, tels que le kick, le charlet, la snare, et d'autres éléments percussifs. Et tout cela aboutit finalement à la partie 1. C'est l'arrivée de la basse, qui vient appuyer fermement les contretemps de la mesure. Et c'est ça qui donne le groove très particulier dans ce morceau. Dans les parties suivantes, on assiste à une succession de motifs mélodiques. Un dans les graves, un autre dans les aigus. Comme s'ils venaient discuter avec la boucle de départ. Il y a celui-ci, qui est dans les graves, qu'on a du mal même à percevoir, assez acide. Et vous voyez ces textures de son, ces grains. Ils font penser à des étincelles. Peut-être que c'est à cause de ça que le morceau porte son nom, Spark, en anglais, l'étincelle. Vous avez aussi cet autre thème qui apparaît ici, plus aigu. Vous voyez que tous ces thèmes interagissent entre eux et sont bien greffés dans un décor, ce qui leur permet de s'exprimer, d'interagir avec la boucle de départ. Nous avons pu passer en revue les principaux éléments théoriques de ce morceau. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie. On peut dégager deux axes d'interprétation dans ce morceau. Le premier axe concerne directement la boucle principale, le cœur du morceau. Et en l'écoutant de manière plus attentive, on pourrait dire qu'elle évoque la mélancolie, ou plutôt le sentiment, la conscience très forte du temps qui passe. Un flot continu qui s'écoule lentement et inexorablement. Et le fait de prendre conscience que on ne peut plus revenir en arrière, une fois que ce temps est passé, cela nous impacte profondément dans nos émotions. Et le sentiment qui en découle est celui de la mélancolie. Ce mélange un peu flou entre grande tristesse, mais en même temps douceur, en se remémorant des souvenirs de vie, des moments qu'on ne pourra plus jamais revivre, qui sont inatteignables à jamais. C'est peut-être cela qui faisait dire à Victor Hugo que la mélancolie, c'était le bonheur d'être triste. Ce ressenti, quant à l'écoute de ces boucles, n'est pas dû au hasard. On peut dégager, selon moi, deux raisons musicales très précises qui peuvent expliquer ce ressenti. La première, c'est tout simplement le côté cyclique de cette boucle, qui revient en permanence, comme si on était pris dans un tourbillon. Et la deuxième raison, c'est tout simplement le thème, qui, comme on l'a vu, est marcato, qui tente à insister sur ces notes, ce qui chez nous crée un sentiment d'obsession. En conséquence, nous sommes pris en étau entre cette boucle qui tourne sans cesse et ces notes répétées, qui nous incitent et qui nous obligent à nous plonger dans ces souvenirs, à être pris dans le tourment de la mélancolie. Le deuxième axe d'interprétation se situe sur la dimension globale du morceau, sur sa structure d'ensemble. L'atmosphère générale du morceau, ainsi que son développement, présente davantage une dimension onirique. Le mot en lui-même fait référence à la folie, au fait de voir des visions, des scènes d'animé, où il peut faire référence tout simplement au monde des rêves. Peut-être aussi à l'univers de l'enfance, une période où rêve et réalité vont souvent de pair. Mais l'onirisme, c'est aussi le mystère, une dimension fantastique, où l'on se demande dans quel environnement nous sommes. Quelque chose d'inconnu, intriguant, voire même inquiétant. Cette dimension onirique se retrouve tout au long du morceau, et essentiellement dans l'introduction et dans la première partie. On arrive bien à assister à toutes les étapes, une sorte d'entrée progressive dans un monde fantastique. La mélodie jouée au synthé au début incarne ce côté lunaire, peut-être une personne qui commence à s'endormir, et qui rentre au fur et à mesure dans le monde de ses rêves. Une fois qu'elle y arrive, émerge la boucle, un souvenir dont elle se rappelle. Et de plus en plus, le souvenir fait surface, il prend de plus en plus d'espace, et il commence à obséder cette personne. C'est le tourbillon du temps, qu'elle expérimente en profondeur. On pourrait interpréter ce morceau
comme une sorte de voyage intérieur et de questionnement sur soi, à travers nos souvenirs. Face à ce temps qui coule, on essaie de réfléchir un peu à notre situation, à notre positionnement. Cela peut s'incarner par les différents éléments mélodiques qui arrivent. Cette mélodie basse et à la fois acide, ainsi que cette basse qui arrive en contretemps, peut-être une sorte de résistance par rapport à ce côté tragique du temps qui passe. On a envie d'imposer une certaine résistance et une certaine affirmation face à ça, même si l'on sait que c'est vain. Cette deuxième mélodie, étrange elle aussi, on ne sait pas si c'est un personnage ou un songe. Le morceau nous entraîne tour à tour entre rêve et réalité, et nous pousse à ne plus savoir distinguer entre les deux, mais peut-être pour nous amener à une meilleure perception de nous-mêmes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura été clair. Veuillez m'excuser par avance pour les éventuelles maladresses, dû à un timing plutôt short. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à très bientôt.